peut-être pour commencer, Leila, la Colombie. Qu'est-ce que c'est ce conflit-là qui en finit plus depuis des années et des années? Alors... Oui, donc je commencerai en disant qu'on trouve en Colombie au moins deux conflits qui se superposent et qui sont très liés entre eux. D'un côté, on a les conflits armés. C'est vraiment sur les conflits armés qu'on a le plus d'informations ou qu'on centre les regards en ce moment. C'est un conflit armé qui a des causes sociales. Donc ça, c'est comme la deuxième partie du conflit. Les revers de la monnaie, si on veut, du conflit armé, c'est les conflits sociaux. Les raisons du conflit social et armé en Colombie datent vraiment de plusieurs décennies. On peut même retracer les raisons de ces conflits dans l'histoire beaucoup plus qu'en arrière que ces dernières 60 ou 70 ans. Mais disons qu'un aspect central du conflit, c'est le problème de la redistribution de la terre. La grande concentration de la propriété terrienne en Colombie, c'est vraiment un aspect au cœur du conflit. Un très petit groupe de propriétaires terriens qui possèdent 50% des terres. Beaucoup plus. Et en fait, c'est un pattern de concentration ou d'accaparement de la terre qui se profondisse, qui s'aggrave de plus en plus. Ça a toujours existé et le problème récent, c'est que la concentration de la terre qui avant était effectivement dans les mains des grands propriétaires, aujourd'hui, ces grands propriétaires sont des compagnies transnationales, des grandes compagnies minières, pétrolières, agro-industrielles, etc. Donc, il y a les mêmes conflits pour la redistribution de la terre ou la concentration de la terre, mais avec des acteurs qui viennent, en fait, des acteurs qui sont beaucoup plus puissants. On parle en Colombie de deux grands groupes de guérillas marxistes, de guérillas guévaristes et aussi bolivariennes, qui existent aujourd'hui, des grands groupes. Il y en a eu des guérillas paysannes, il y a eu des guérillas nationalistes, autochtones, afrodescendantes. Et plusieurs de ces groupes ont été démobilisés dans l'histoire de la guerre et de la paix en Colombie. Et ces deux groupes aujourd'hui, la FARC est vraiment née à cause du conflit agraire. C'est des paysans qui ont été chassés de leurs terres par la violence. Là, je veux dire la violence physique, militaire, des grands propriétaires de l'État. Des massacres. Et donc, ils ont créé d'autodéfense paysans pour se défendre. Et c'est là, en fait, c'est la fondation de la FARC. Tous les historiens et tous les acteurs et lecteurs de la Colombie sont d'accord pour dire oui, il y a une raison à cette existence de la guérilla, donc une raison socio-économique et politique face à la confrontation de l'État à des paysans. Ensuite, on a aussi le fait que les mouvements agraires, les mouvements paysans qui n'utilisent pas les armes ne sont jamais disparus. Ils sont les là. Organisations paysannes, les syndicats paysans, par exemple. Exactement. Ils sont là et ils sont des revendications qui sont très semblables, convergentes avec les revendications de la guérilla. C'est un fait et les gouvernements et les forces d'extrême droite en Colombie ont utilisé ces réalités convergentes entre les programmes de la guérilla et les programmes des mouvements sociaux pour accuser les mouvements sociaux d'être des appuis de la guérilla et donc pour criminaliser plus facilement et réprimer ouvertement les mouvements. Je pense quand même qu'il faut dire que la transformation des FARC en Colombie obéit à une stratégie militaire et politique. C'est vrai aussi que dès le départ, la FARC a été une guérilla qui a eu en fait l'aspect militaire, la construction d'armées régulières dans les FARC. Ça a été quand même un projet clairement fixé. Si à la fin des années 80, la FARC a lu que dans la période, en fait, en Colombie, était lue comme une période pré-révolutionnaire. Et donc, il fallait faire le saut entre l'opérativité en mode de guérilla à une opérativité en mode de force plus régulière, donc construction des bataillons et tout ça. Et ils se sont mis dans cette dynamique.
dès le début des années 80, avec le gouvernement de Belisario Betancourt, il y a eu les premières tentatives de dialogue et de démobilisation sérieuse. Le Quintin Lamé, qui était une guérilla autochtone, les Bencos Biojo, qui était une guérilla afrodescendante, et les M19, qui était une guérilla nationaliste. Toutes ces guérillas qui se sont démobilisées dans ces années. Et les FARC comme le ELN ont fait partie de ce processus. Sauf qu'ils n'étaient pas prêts à se démobiliser s'il n'y avait pas de transformation politique et économique importante, qu'il n'y en a pas eu. On a eu une constitution politique qui est comme l'aboutissement de tous ces processus de négociation des années 80, donc 91, une nouvelle constitution qui est très progressiste, une des plus progressistes des Amériques, mais qui a très peu d'applications. Actuellement, là, il y a eu un référendum et puis les forces de droite se sont mobilisées, ils ont fait déraper, ça a été non, là on est dans la confusion totale. Est-ce que vous pensez que ce processus de paix actuel, qui est commencé depuis quelques années, est-ce que ça pouvait aboutir à une solution? Oui. Oui, en fait, je pense qu'il faut comme diviser ça en plusieurs parties. Premièrement, ce processus de paix. Pourquoi? Pour les gouvernements, c'est parce qu'il a besoin d'avoir le contrôle de certaines régions qui sont sous le contrôle des FARC. Et ces régions sont des régions très importantes pour les projets économiques de l'État, du gouvernement. Des ressources naturelles qui, avant, ce n'était pas important ces ressources parce qu'on était en train d'exploiter les ressources qui étaient dans les régions les plus centriques de la Colombie. Là, ces ressources dans les régions les plus accessibles, du pétrole, de l'or, du gaz, en fait, tout ce qu'on appelle l'extractivisme, en fait. Ce n'est pas juste des ressources hydrocarbures ou des ressources minières, il y a aussi les terres aptes à la production agro-industrielle, par exemple, des plantations de palmes, de maïs pour la grande industrie. Donc là, le gouvernement a besoin de ces territoires pour son projet économique, qui est un projet extractiviste. Les FARC, je pense, comme les ELN, sont vraiment au moment où la lutte armée a besoin de se renouveler et c'est d'explorer encore une fois, les possibilités de faire la politique par les voies institutionnelles. Ça, on va voir. Je pense qu'il y a vraiment l'intention sérieuse des deux parties d'arriver à cet accord. Cela dit, moi, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut diviser, parce que est-ce qu'on sous-entend tout le temps, quand on parle de l'espoir d'arriver à une solution politique et négocier au conflit armé avec la FARC et le ELN, est-ce qu'on sous-entend c'est que ça va mener la paix en Colombie? Et là, je pense qu'il faut faire vraiment attention, parce que quand on parle des victimes du conflit en Colombie, il faut savoir que la FARC, le ELN et les guérillas, oui, comme vous avez bien dit, ils sont dérapés, il y a eu différents... Une violence qui existe, réelle, qui est le fruit de différentes circonstances de la guerre. Parfois, c'est juste des erreurs militaires, parfois, c'est juste qu'il y a des commandements militaires dans la guérilla qui n'ont pas la formation politique pour comprendre la différence des objectifs militaires et politiques, plein de circonstances. Sauf que, cela dit, la guérilla n'est pas responsable de la plupart des crimes qui se commettent en Colombie. 80% des crimes ont été commis par les milices d'extrême droite et par l'armée gouvernementale. Exactement. Je pense qu'il y a des deux. Je pense que je ne voudrais pas mettre l'intention sur les gouvernements, mais quand on lit, mettons, l'accord qui a été signé entre les gouvernements et les FARC, qui est encore en train de se discuter avec l'extrême droite, mais comme il a été la première version de cet accord qui a été soumis à l'opinion publique le 2 octobre à votation et donc qui a perdu par une mince minorité. Mais cet accord, on voyait qu'il ne réglait rien du conflit. Il surposait la vision de l'État sur les conflits, sur les solutions à chercher et la vision des FARC. Je veux dire, par exemple, il dit que cet accord doit servir pour les gouvernements, et là c'est presque, en fait, on peut mettre guillemets, je ne les connais pas par cœur, mais plus ou moins dans ces termes, pour les gouvernements, cet accord doit servir à renverser les conséquences du conflit.
pour la FARC, les conséquences. Et pour la FARC, à point dans les mêmes paragraphes, pour les FARC, cet accord doit servir à renverser les causes non résolues du conflit, non résolues même après l'accord. Dont la fameuse question agraire, par exemple, entre autres. Et là, je dirais, ce n'est pas une pacification parce que les gouvernements voudraient imposer ce même accord à l'ensemble de la société et aux mouvements sociaux, mais les mouvements sociaux en Colombie sont loin d'accepter ce type d'accord. Ils résistent à leur manière. Pas d'une façon militaire, mais d'une façon politique et sociale, les mouvements sociaux. Exactement. Et ils disent, non, en fait, le gouvernement a dit clairement, on n'accepte pas de discuter du modèle économique et du modèle politique avec la guérilla, ni la FARC, ni l'ELN. Les mouvements sociaux disent, ben, avec nous, il ne pourra pas utiliser cet argument. Nous, on veut discuter, c'est pour ça qu'on se mobilise. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que le gouvernement Harper y a carrément, c'est pas juste que les sujets droits humains n'étaient pas sur la table, c'est qu'il a emprunté une voie très conservatrice face à ces sujets, ces grands enjeux en Colombie. Il a appuyé ouvertement un gouvernement qui était ouvertement un gouvernement qui violait les droits humains, qui persécutait les mouvements sociaux, etc. Et la signature du TLC entre la Colombie et le Canada faisait partie de cet appui pour l'accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie. Et c'était vraiment une politique d'appui. Ce n'était pas tellement un processus économique, mais une politique d'appui au gouvernement en place, un gouvernement très réactionnaire. Maintenant, est-ce que ça a changé? Je ne suis pas sûre. Si. C'est sûr qu'on a en place, et en Colombie et au Canada, des gouvernements qui sont beaucoup plus libéraux dans le sens philosophique du terme. C'est moins militariste et moins conservateur. Mais je pense qu'au niveau économique, la situation ne change pas en fait. Donc, les entreprises minières canadiennes, il y a des intérêts canadiens qui sont dans l'extractivisme. Ça continue. Très présente, oui. Oui. Ça ne va pas changer beaucoup. Ça ne va pas changer à condition qu'il n'y ait personne qui dise rien ici. Et donc, est-ce qu'il y a des ONG, des organismes de droits humains ici au Québec, au Canada, qui s'occupent de ça? Oui, il y a beaucoup d'organismes, autant des ONG, des groupes plus militants qui se prononcent et qui font vraiment une activité pour mettre en lumière les problèmes de ce type d'accord, les problèmes sur la réalité des droits humains, mais aussi sur la réalité socio-économique en Colombie. Mais encore une fois, l'incidence n'est pas énorme. C'est un groupe militant, en plus basé à Montréal, mais qui fait l'accompagnement en Colombie depuis 12-13 ans, qui travaille avec des communautés autochtones afrodescendantes, qui travaille aussi avec des mouvements sociaux et des syndicats et mouvements des femmes, donc dans différents colombiennes. Et c'est des accompagnateurs d'ici qui vont sur le terrain, qui font une formation avant de partir, qui sont encadrés sur le terrain, accompagnés par des organisations nationales en Colombie et qui apprennent, documentent, informent un peu la situation. Souvent, ces séjours des Québécois et Québécoises en Colombie s'inscrivent dans un stage de recherche universitaire qui est crédité ici. Donc, c'est une belle expérience, autant parce que c'est un appui, je pense, vraiment à ces mouvements sociaux là-bas, mais aussi parce que c'est une belle façon d'apprendre pour les gens qui vont en Colombie. OK. Alors, merci beaucoup, professeur Célis.